Il faut faire gaffe parce que quand tu balances une araignée, en fait, il y a un fil qui reste et elle peut revenir après. Sandrine, c'est du fantasme, je crois. Parce Pas que du tout. cette histoire de fil Non, qui c'est du reste. vécu. C'est du vécu. C'est pas la même chose. Mais il reste un fil derrière l'araignée quand tu la balances. Oui, quand elle se balance, elle lance un fil pour s'accrocher. C'est Spider-Man. Bah, Spider-Man, c'est quoi? Spider, ça veut dire Mais quoi? non, mais t'as raison en plus. Bah, évidemment que j'ai raison. Tu peux pas me dire ce que c'est qu'une araignée. Je connais tout sur les araignées, je lis tout sur les araignées, je regarde tout sur les araignées. Je suis incollable sur Tu les araignées. imagines tout et tu fantasmes tout aussi. Je fantasme rien du tout, je suis incollable sur les araignées. Regarde, c'est vrai que je revois ce truc, je peux même pas regarder. Non mais ça c'est mon cauchemar, ça. Regarde, il a sur la gueule. Et vous, vous avez peur de quoi? Moi, j'ai commencé par faire comme tout le monde. J'ai eu peur de mon ombre, peur du loup ou des monstres dans le placard. Ces peurs-là, on les dompte en grandissant. Mais en méga bonus, j'ai eu la voiture. Impossible de me mettre à conduire. Prendre le volant, démarrer, me donnait grosso modo l'impression de mourir. Pour parvenir à faire ça, ces quelques mètres qui ne servent à rien, j'ai mis des années. Cette peur-là, viscérale, invalidante, s'appelle une phobie, du grec phobos, effroi. Voir un danger là où les autres n'en voient pas. Mais entre la simple peur et la vraie phobie, où est-ce que ça bascule? À partir du moment où ça organise la vie du sujet, il me semble qu'on peut dire qu'il y a phobie. Sans ça, je parlerais plutôt de peur ou d'inquiétude, ce qui est pas pareil. Et je dirais aussi qu'il y a une grande ambivalence dans la phobie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une sorte de haine ou de dégoût ou d'angoisse vis-à-vis de l'objet, et en même temps une fascination, une attirance, voire peut-être un amour, alors pas pour l'objet en tant que tel phobique, mais pour ce qu'il représente dans la vie de ce sujet. Ma phobie s'appelle l'amaxophobie. Celle de l'eau, aquaphobie. L'astrophobie, c'est celle du tonnerre. En fait, on peut avoir peur de tout et s'entendre très souvent répéter « Bah, c'est rien du tout ». Car la phobie des autres, c'est toujours ridicule. Et ça donne même l'envie à certains de taper là où ça fait très très mal. Je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ouais, mais elle a un vrai truc de comédienne. On reconnaîtrait donc la phobie au comportement d'évitement qu'elle provoque. J'ai peur, donc je fuis. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Bah, ça donne ça. Bah là, voilà, je voudrais aller chez ma belle-sœur. Il y a un ascenseur, elle habite au 4e étage, et il y a une porte, la porte de l'escalier. Je voudrais prendre la porte de l'escalier, mais elle est fermée à clé. Donc, je l'appelle et elle est obligée de descendre, m'ouvrir la porte, et je monte à pied, et au lieu de prendre simplement l'ascenseur. Voilà. Tu veux que je l'appelle? Ouais. Déjà, là, on pourrait se dire qu'il est moderne. Et alors là, le truc, c'est qu'il a 2 portes. Alors ça m'angoisse, par exemple, terriblement. Là, je suis... Là, je peux pas. Je peux pas monter dedans. Ascenseur en baissant. Je trouve que ça ressemble à un cercueil. Voilà. Je m'appelle Marie, j'ai 41 ans. J'ai une phobie qui est la claustrophobie, qui est la peur de l'enfermement. Et j'ai des grosses angoisses à l'idée de me retrouver enfermée dans un endroit. Et évidemment, ça se traduit la majeure partie du temps dans les ascenseurs. Quand on dit qu'on est claustrophobe, c'est comme si quelqu'un dit « j'ai un rhume en ce moment, ah ouais, c'est pas marrant, mais bon ». Il y a des gens qui posent des questions, qui s'y intéressent, mais j'ai l'impression que c'est pas très pris au sérieux ou comme quelque chose qui prend la tête, en fait. La première fois que j'ai vécu ça, c'était quand j'étais assez petite, peut-être 8 ans, et j'ai pris l'ascenseur dans la Tour Eiffel.
Et il y avait énormément de monde. J'étais petite, entourée de beaucoup d'adultes aussi. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais j'étais complètement tétanisée, angoissée. Et j'ai l'impression que j'ai tout fait, en fait. Et l'ascenseur ne s'est pas arrêté, fonctionnait. Mais l'idée d'être enfermée et entourée de ces grandes personnes autour de moi, c'était assez atroce. Et j'ai broyé la main de ma grand-mère avec qui j'étais. Qu'est-ce que vous aviez comme symptômes? Est-ce que vous... Tachycardie? Vous aviez le cœur qui battait? Le cœur qui battait très très vite. Et puis comme si je me laissais envahir par l'idée que ça allait jamais se réouvrir. Enfin, je voyais des pensées. Voilà, des pensées qui... Vous imaginez que vous allez jamais... qui montent. J'ai l'impression que je suis ensevelie d'idées, c'est le cas de le dire. D'accord. Enfermée, ensevelie. Voilà. D'accord, très bien. Et vous aviez quoi également comme symptôme? La gorge sèche ou une impression au niveau du thorax? Tremblement et tachycardie. La tête qui tourne, chaud? Non, un peu chaud et le corps très très tendu. Très tendu, tension musculaire. D'accord, surtout les jambes. Le mollet, oui, exactement, pour être très précis. Oui, c'est précis. Voilà. Pour faire simple, la phobie, c'est un peu comme un thermostat déréglé. Elle alerte sur un danger extrême, là où il n'existe pas ou peu, et transforme la vie en thriller quotidien. Un ascenseur ressemble à un cercueil, des cafards à des envahisseurs, et un simple pont peut provoquer la même terreur que, disons, un tueur en série. Moi, je m'appelle François Thomazeau, j'ai 58 ans, et je suis, comme on dit, géphériophobique, c'est-à-dire que j'ai peur des ponts. Je voyage pas mal, je fais pas mal de trucs et je suis assez confronté de temps en temps dans mon quotidien à cette phobie qui est que s'il y a un pont à proximité, voir un quai ou une digue, enfin quelque chose qui est au-dessus d'une étendue d'eau, ou pas forcément d'ailleurs, parce que j'aime pas non plus les viaducs au-dessus de... Enfin, voilà, toutes ces petites choses qui traversent et qui surplombent me créent des problèmes d'adaptation. Quand je suis sur un pont, j'ai pas du tout peur que le pont s'écroule. Hein. Au contraire, parce que si le pont est en bas et tombe dans l'eau, là j'ai plus peur, tu vois ce que je veux dire. Ce dont j'ai peur, c'est quand le pont est en haut, tu vois. Et si le pont s'écroule, il n'y a plus de pont, donc du coup, quelque part, c'est mieux. Là, c'est ce qu'on disait, tu vois. Là, on est sous le pont, j'ai beaucoup moins peur, tu vois. Donc j'ai pas peur du pont, puisque je le regarde, il est derrière moi. J'ai peur de traverser le pont. C'est l'acte de traverser le pont et d'être coincé par le pont qui me fait peur. Ok, mais ça commence comment? Elles sont à l'entrée de ta terrasse, là-bas. Attends, mais moi, je veux que tu me montres où elles sont. Je veux en avoir la preuve, parce que elles moi, sont j'ai là. jamais vu. Il y a une toile d'araignée là, il y a une toile d'araignée là. Non, c'est vrai, ça, c'est un fil, c'est pas une toile d'araignée. Non, mais parce que tu le vois pas, mais il est là, mais moi, je le vois. Regarde, il y en a plein, tu vois. Regarde, on les voit. Il y a plein de fils d'araignée. Ah ouais, d'accord. Mais oui, on les voit. Je le vois, là, effectivement. Il y en a un là, regarde, il y en a un là. Il y en a un là, tac, tu le vois. Faut que tu bouges un peu comme ça, regarde. Tu vois? Là, tu le vois. Il est là. Ah, il faut vraiment être obsédé. Et elle était là. En fait, il y en a toujours une ici, quoi. Non, mais on est... Là, le fil, là, c'est un fil de fer pour tenir Non, le c'est pas ça, jasmin. c'est pas celui-là. Mais tu non, vois mais celui-là, pas. là, je l'ai vu, j'ai vu, là. Eh ben, c'est le même, mais de ce côté, regarde, il est là. Bah, tu viens de l'enlever avec ton doigt. Le supermarché de l'araignée, c'est tes arbustes. Non, en fait, non, parce que... Si. Le supermarché, c'est les insectes qu'elles mangent. C'est oui. pour mettre leur piège, Donc en fait. là, elles vont au supermarché, là. Mais c'est là. Ah, t'es sûr? De quoi? Tu veux t'asseoir? Non, mais c'est bon, on a regardé tout à l'heure le coussin. Mais non, mais il n'y en a pas. C'est bon, allez. Non, mais ma Sandrinette, en fait, je sais pas, parce que quand tu vois des toiles, ça te fait peur aussi? Ou c'est juste que de voir l'animal? Mais voir la toile, tu vois la toile, ça veut dire qu'il va y avoir l'animal ou ça... Bah évidemment, quand il y a une toile, ça veut dire qu'il y a une araignée. Mais par exemple, si tu te prenais les cheveux dans une toile d'araignée, c'est horrible. Mais arrête, mais ça va pas. Mais c'est fou. T'es allé voir le Astérix où il y avait celui d'Alain Chabat, je crois, ou le premier. Non, le c'est premier. pas celui d'Alain Chabat. C'est le premier. Où t'as hurlé dans la salle parce qu'il y avait les araignées là, parce avec qu'à un moment Astérix. donné, Clavier, il s'enfonce dans un bain d'araignées. Voilà. Et elles lui sortent par la bouche comme ça. Donc, je pense que c'est la mais, première fois où j'ai réalisé que tu pouvais déranger une salle de 500 personnes à cause des araignées. Mais ça a basculé quand, alors? Et bien justement, c'est à force de voir des faucheuses dans ma chambre, des faucheuses et des faucheuses et des faucheuses, donc je les foutais dehors, je les foutais pas dehors, des fois je les laissais. Et un jour, j'ai commencé à... En fait, je sais pas à quel moment ça a vrillé, mais je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, et si dans la nuit, elles rentrent dans ma bouche?
toutes les araignées que je voyais. Mais tu dormais la bouche ouverte? Ouais, je dors la bouche ouverte. Encore? Ouais. Enfin, je sais pas. Faut que je demande à mes petits copains. Mais t'avais quel âge, en fait, quand t'es devenue vraiment arachnophobe? Bah, je pense 14 ans. Et en fait, rétrospectivement, des années après, je me suis dit, mais comment ça se fait que je suis arrivée dans cet appartement et je jouais avec les araignées? Quand je suis repartie de cet appartement à Champs-sur-Marne pour venir après à Créteil, aller vivre à Créteil, pourquoi je suis devenue phobique? Et je comprenais pas. Et je me suis rappelé qu'à cette période-là, en 83, ma grand-mère était malade du cancer et elle est morte 1 an après. Tu sais, je me demande si la symbolique de l'araignée, c'est pas en rapport avec la mer, hein, avec la toile. Parce que, tu sais, dernièrement, j'ai découvert une œuvre d'art que tu dois connaître. C'est Louise Bourgeois. Oui, bah oui. Louise Bourgeois. Je sais pas, hein, peut-être que c'est de la psychologie de bazar. Hein. Et c'est une gigantesque araignée. Ah, je vois très bien. Et tu sais comment elle l'a appelée, cette œuvre d'art? Maman. Il y a, à un moment donné, une rencontre avec l'objet phobique, qui va devenir l'objet phobique, qui ne l'était pas avant. Parce qu'on a peut-être aussi connu cet objet avant, sans avoir développé de phobie, mais il y a un moment, cette rencontre avec cet objet-là va cristalliser et va générer une phobie. Et à mon avis, cette rencontre avec l'objet est à apprendre dans un contexte de vie, d'histoire, qui n'est pas forcément... il s'est pas forcément passé quelque chose d'incroyable. C'est pas... il y a eu un grand traumatisme cette année-là et on a déplacé ça sur la phobie, enfin sur un objet phobique. Mais il y a en tout cas quelque chose qui a du mal à s'élaborer dans ce moment-là et qui va, à mon avis, se concentrer sur l'objet phobique. En gros, faute de parvenir à comprendre son ou ses angoisses, on mettrait tout dans la petite boîte phobie pour limiter la peur à un seul objet. Dit comme ça a l'air plutôt pratique. Mais en réalité, ça peut vite donner l'impression de devenir franchement zinzin. Il faut imaginer un clapier sur 3 étages à peu près de cette hauteur, comme ça, tout bleu. Et je suis arrivé comme ça, j'ai fait ça, et j'ai mis... Mais c'est un peu par acquis de conscience, tu vois. J'ai mis un grand coup de pied, et là, c'est parti dans tous les sens. Il y en avait... Alors, il n'y avait pas les arbres, il n'y avait rien hein, au moment où ça s'est passé. Et j'ai vu tout partir comme ça. Je ne sais pas, il devait y en avoir une vingtaine, un truc comme ça. Oh, ça a été une catastrophe. Je suis parti dans la maison comme un malade. Je me suis enfermé, mais quand je me suis enfermé, j'ai fermé à clé. J'ai chopé mon téléphone, j'ai appelé une amie et je lui disais au téléphone, mais viens vite, ils veulent me bouffer, ils sont en train de me regarder, ils me regardent, j'en vois un qui me regarde et je sais même pas s'ils me regardaient, je crois qu'ils étaient tous barrés. Et comme l'herbe était un peu haute, j'en avais vu 1 ou 2 se lever sur les pattes arrière. Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Si je le revisionne, je sais même pas s'ils sont capables de le faire. Et donc j'avais cette impression. Je disais, ils veulent me bouffer. Elle me disait, mais calme-toi. Mais viens vite, je vais mourir. Ils veulent me bouffer. Ils me regardent. Elle me disait, mais retourne, tu vas voir. Non, je veux pas sortir. Ils me regardent. Je m'appelle Jean-Paul. J'habite à côté d'Aix-en-Provence et j'ai une phobie des rats et des rongeurs. L'image d'Épinal, où on voit des femmes monter sur des tabourets, moi je le vis, pas tous les jours parce qu'il ne faut pas exagérer, mais dès que je vois un truc comme ça, c'est de cet ordre-là. Le fait que ce soit une phobie qui soit attribuée généralement à des femmes, à l'hystérie féminine, on va appeler ça comme ça, même si c'est faux, je suis désolé, mais je m'en fiche complètement. Ça ne me concerne pas. Je suis pas assez sexué, on va dire, ou pas assez machiste, ou je sais pas, pour avoir une vision genrée. Pour moi, la phobie, elle n'a pas de sexe. La peur, elle n'a pas de sexe. L'angoisse n'a pas de sexe. Je reconnais que parfois, il y a des gens qui se foutent de ma gueule. Mais bon, qui se foutent de ma gueule, je m'en fous complètement. C'est pas grave. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on va me bouffer les pieds, que je vais avoir un truc qui me monte dessus. Ah putain, c'est pas possible, un truc qui me monte dessus, quoi. D'une certaine manière, j'ai peur de mourir, mangé par les rats. La phobie serait une peur de la mort qui avance masquée. Alors qu'elle prenne la forme d'un rat ou d'un avion, finalement, peu importe. Car elle renvoie dans tous les cas à l'instinct de survie. Je m'appelle Ninon, j'ai 17 ans et j'ai peur de l'avion.
Il y en a plusieurs qui représentent l'île Maurice. Et je sais que là, j'ai appris donc, il y a même pas 3 semaines que ça allait être le prochain voyage que j'allais faire. Donc, qui va durer presque 11 heures de vol. Et c'est un voyage que j'appréhende énormément à l'île Maurice. Ma première rencontre avec la peur en avion, c'était vers l'âge de 10-11 ans. La première fois où j'ai pris l'avion donc, toute seule avec mon petit frère. Et en fait, je me suis rendu compte que l'avion pouvait tomber, pouvait ne pas m'amener où j'avais envie d'être amenée. J'ai pas confiance en l'avion, dans le pilote et dans toute la main-d'œuvre et la maintenance, comme je peux ne pas avoir confiance en une terre qui peut d'un coup se fissurer ou des eaux qui peuvent jaillir. Et en fait, pour moi, c'est assez similaire dans le sens où en fait, on peut pas prévoir. Et tout ce qu'on peut pas prévoir, ça fait peur. Au départ, j'étais psychologue, je travaillais sur l'anxiété, les phobies, la prise en charge des attaques de panique. Et en fait, j'ai vu des patients qui avaient peur de l'avion. Et je me suis rendu compte à quel point ça peut être différent et à quel point c'est spécifique aussi pour cette peur d'avoir tout le côté technique un peu de comment l'avion marche, les turbulences, les orages, les pannes. Nous, on fera toute la partie gestion du stress aussi pour arriver à mieux gérer vos réactions en fait. Donc San Francisco, j'y suis allée en février. C'était impossible pour moi, donc ne serait-ce que de passer la douane. Et donc j'ai passé 1h30 à commencer à rentrer dans la file et à me dire non, c'est impossible, je repars. Puis finalement la refaire. Quels sont les symptômes au vol? Le stress, les mains très 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 moites, la crispation avec le siège et puis le fait que les pensées négatives viennent tout le temps. Tout le temps et puis même là j'ai les mêmes moites déjà. De voir l'avion, ça me On a commencé à m'appeler en fait au micro parce que j'avais pris trop de temps et donc il manquait plus que moi pour rentrer dans l'avion. Et on m'a dit dépêche-toi parce que là, il va partir sans toi. Et donc moi, toute seule dans le hall, c'était terminal à l'opposé de l'aéroport. Et donc je me suis retrouvée à courir en fait pour aller prendre mon avion en pleurs complètement. Et je savais même plus quelle émotion était en moi puisque j'avais peur. Et en même temps, je courais pour prendre un avion que je voulais pas prendre. Émotionnellement, je me dis, oh là là, il y a un problème, il y a un danger ou quoi que ce soit. Mais je sais que, finalement, l'avion, c'est pas dangereux. Donc, on arrive à reprendre le dessus sur les émotions en se disant des choses qui sont différentes. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec les techniques qui s'appellent thérapie cognitivo-comportementale. Ça permet à la fois de modifier les pensées qu'on a par rapport à une situation et en même temps aussi de comment je gère mon stress différemment. Le fait de respirer vite, moi j'ai souvent très mal à la tête puisque c'est vraiment souvent des longs vols et puis après c'est dur en fait. C'est exactement comme si on était dans une cage avec un lion. À l'époque, nos ancêtres, tout simplement pour se protéger du danger, ils avaient besoin soit de fuir, soit de pouvoir se battre. Ce qui fait qu'en fait, on va tout de suite emballer le rythme cardiaque, donc on va hyperventiler, on va inspirer plus qu'expirer, ce qui fait qu'en fait on monte en état de panique. Et c'est pour ça que les gens, ils vont faire des attaques de panique des fois, parce qu'ils vont emballer trop leur cœur, ils vont oublier d'expirer, alors que l'expiration c'est le seul système qui nous permet en fait de nous détendre, et ce qui fait que ça monte, et on n'arrive plus à se gérer. Alors, je n'ai pas peur que l'ascenseur tombe, moi, mais c'est pas du tout... D'accord, ça vous l'avez pas. Pas du tout. D'accord. Moi, c'est sortir. D'accord. Vraiment... Donc je vais pas pouvoir sortir quand je veux? Peut-être une perte de contrôle? Sûrement. Moi, j'associe ça à une perte de liberté, mais... Bien sûr. Et c'est ce que vous projetez. Voilà. En tout cas, c'est ce que je projette. L'angoisse de l'enfermement à ce point, comme je le vis aujourd'hui, ça s'est accru en vieillissant. Et alors pour le coup, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel a été le déclencheur réel pour que ça prenne que ça prenne cette puissance aujourd'hui. J'arrive pas encore à me l'expliquer. Et puis des endroits où je dois m'enfermer à clé. Si le verrou... Les toilettes. Voilà.
Toilette publique? Ah bah ça, c'est même pas la peine. Vous mettez le pied ou le sac à main? Ah mais j'y vais pas. Vous pouvez pas du tout. Ah oui, là c'est pas possible. Donc là vous faites un évitement. Ouais, totalement. Donc là c'est un 10 sur 10, voilà. D'accord. Mais après, je peux avoir une angoisse si vous m'enfermez dans une maison, même très spacieuse, et si je sais que je peux pas sortir ni par les fenêtres. Même d'une maison spacieuse? Je serai en stress. J'ai besoin de rentrer quand même. J'ai besoin de savoir que je suis libre de mes mouvements et de pouvoir sortir, rentrer, voilà. J'ai un petit garçon de bientôt 7 ans et je n'ai pas du tout lui transmettre mon angoisse. Donc je lui ai dit que j'avais très peur, tout simplement, que j'aimais pas être enfermée dans des ascenseurs. J'ai pas étendu ma peur sur d'autres endroits, on va dire. Après, donc, il m'a juste dit que j'étais un peu toc-toc, mais en rigolant, que ne comprenait pas pourquoi. Enfin, c'était un peu ridicule pour lui, et c'est pas plus mal. Le pont, c'est non seulement je suis tout seul dans l'espace avec du vide autour de moi, c'est-à-dire du vide devant, du vide derrière, du vide sur les côtés, en plus de la hauteur, mais en plus je suis coincé entre deux murs qui m'obligent à continuer mon chemin et j'ai aucun échappatoire en fait. Et c'est ça qui est le plus... qui fait que le pont c'est pire encore que les autres endroits dégagés, c'est que non seulement je suis là sans repère au milieu du vide, quoi, mais en plus je suis canalisé entre deux, regardez, c'est des barreaux de prison ce truc là-haut, vous voyez ce que je veux dire? Et donc toutes ces sensations-là font que j'ai un gros malaise vis-à-vis de ça, et que celui-là il date je crois de la fin des années 60. Et il a été pas du tout conçu pour les piétons, et donc pour les gens qui marchent à pied, pour nous, les humains. Il a été conçu pour les voitures. Et donc quand on est dessus, non seulement moi j'ai cet espace, aucun repère autour de moi, j'ai cette margelle à claire-voie qui me fait apercevoir le vide en dessous de moi, et en plus j'ai ce passage permanent autour de moi d'éléments perturbateurs à mon équilibre. Alors je sais qu'il y a une théorie qui prétend que, et c'est possible, hein, que les phobies sont pratiques parce qu'elles permettent de focaliser tout un tas d'autres angoisses et de leur trouver un objet. Donc toutes tes angoisses plus profondes qui peuvent être d'ordre, je sais pas, affectif, personnel, sexuel, ce que tu voudras, tu les mets là-dessus sur le pont et ça permet de les ranger dans un coin. Pourquoi pas? Ouais, moi j'ai besoin de pouvoir sortir quand je veux. C'est-à-dire d'avoir cette liberté de dire je sors, quoi. Ici, il y a une pièce dans laquelle je ne suis plus allé pendant un moment parce qu'il y avait des bestiaux que j'ai croisés. Donc pendant un certain temps, j'y suis plus allé. Maintenant, je recommence à y aller. Mais pour y aller, je prends des précautions. Je tape. Je vais chez les rats. Là, c'est chez les rats parce que je suis obligé, comme chez les gens, je suis poli, je tape. Et comme ça, je sais qu'ils vont partir et que je les verrai pas. Enfin, j'ai moins de chances de les voir. Donc là, je suis chez les rats. La pièce, elle est en bordel parce que j'y viens plus, quoi, ou très peu, même si je commence à y revenir. Et en fait, là, si tu veux t'approcher, ici, il y a le trou par lequel il est rentré, il y avait un tas de bois. Alors c'est devenu chez eux, enfin dans ma tête, c'est devenu chez eux, c'est plus chez moi, c'est chez les rats. Est-ce que la phobie fait partie de mon identité? Oui, obligatoirement. Oui, bah oui. Ah, surtout si tu la caches pas, quoi. Mais même si on la cache, oui, je pense que ça fait partie de soi, ça fait partie de ce qui te construit ou te déconstruit ou t'handicape, parce que c'est aussi un handicap. Oui, ça fait partie de moi, oui. Il y a une forme d'immaturité presque dans la phobie, quelque chose d'une peur extrêmement infantile. Mais il y a aussi une honnêteté dans la phobie. C'est-à-dire que c'est à la fois une névrose extrêmement immature, on pourrait dire, mais qui a cette grande honnêteté qui est qu'il n'y a pas tout ce vernis, justement, culturel, civilisationnel, qui se met par-dessus et qui fait qu'on grandit et qu'on prend des rôles d'adultes plus ou moins incarnés, plus ou moins, plus ou moins sincères, qui peuvent être parfois, on a le cas, hein, de quasiment tous, on joue parfois à être des adultes. On est adulte, mais jusqu'à quel point on prend des postures. Dans la phobie, il y a quelque chose qui est presque sans filtre. Mais alors,
Est-ce qu'on peut devenir adulte en gardant ses peurs d'enfant? Angela Merkel est phobique des chiens. Et sur cette rencontre avec Vladimir Poutine en 2007, les versions n'ont pas cessé d'évoluer. Si Poutine prétend avoir ignoré cette fragilité de la chancelière allemande en laissant son chien aller et venir dans la pièce ce jour-là, d'autres y ont vu, au contraire, une technique de déstabilisation typique des jeux de pouvoir. La seule certitude réside dans l'effroi d'Angela Merkel. Sa raideur, la fixité de son regard et son sourire figé. Mon labrador à moi, ça a longtemps été cette voiture. Pas de traumatisme ou d'accident, j'ai juste grandi avec cette phobie, comme d'autres, avec un bras en moins. Me mettre au volant provoquait une panique absolue. Je disparaissais littéralement sous le poids de mon angoisse. Après 1000 passages de permis et autant d'heures à être analysé, hypnotisé, acupuncturisé, j'ai fini par me résoudre à affronter ma peur. Vous voyez un volant, un pare-brise, une voiture en somme. Moi, personne normale et normative, socialement insérée, névrosée à ma juste mesure, j'y voyais, disons, une arme de guerre. La voiture m'a longtemps renvoyée à ma propre impuissance, faisant de moi une éternelle enfant. J'étais phobique de la conduite comme Angela Merkel l'est des chiens. L'origine diffère, les symptômes sont les mêmes. Voir un danger là où les autres n'en voient pas. Et de ça, est-ce qu'on peut vraiment guérir? Voilà, vous respirez calmement. Vous concentrez sur l'air qui rentre quand vous inspirez et qui sort quand vous expirez. Sur votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au fur et à mesure de vos respirations. Quelle serait ma vie si je n'étais pas claustrophobe? Je me dis aujourd'hui, en étant claustrophobe, que peut-être je maîtriserais cette phobie parce que je veux plus que la peur me maîtrise, mais je veux maîtriser ma peur, en fait. C'est vraiment ça qui pour moi, est important. Et j'espère y arriver pour à vivre sans ce problème qui quand même qui est un boulet, quoi. Le virtuel, ça s'appelle une thérapie. Alors là, c'est avec le matériel, c'est de la thérapie virtuelle ou thérapie en réalité virtuelle. Donc c'est plutôt un outil qu'une thérapie. Qui est utilisé principalement dans les thérapies cognitives et comportementales, ou peut-être juste en thérapie virtuelle, mais c'est souvent un outil utilisé, puisqu'en thérapie cognitive et comportementale, on expose beaucoup les patients à leur phobie ou leur anxiété, donc comme vous, où la scène anxiogène est plutôt bien faite. Donc vos environnements, vous, ça va être des espaces fermés, hein, notamment. On va mettre le casque ensemble, je vous aide. Voilà, donc on va le mettre derrière vous. Là, vous avez une petite barrette. Est-ce que vous me permettez de mettre voilà, derrière? Comment ça va, là? Est-ce que ça a la taille? Parfait. Donc, vous êtes arrivé devant la fenêtre. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois la campagne très plate. D'accord. Voilà, des champs, des arbres, un poteau électrique. D'accord. Voilà. Alors, retournez-vous. Qu'est-ce que vous voyez, là, dans la pièce? Comment vous vous sentez? Alors, vous tournez sur votre siège. Ah, faut que je fasse ça. Exactement. Bien, je vois une salle, une pièce blanche avec du carrelage, une porte en bois. Voilà, vous pouvez y aller, vous êtes libre de vos mouvements en virtuel. Là, je suis devant. Voilà. Donc la pièce n'est pas très grande non plus, mais pour l'instant, c'est un niveau... Je la trouve plutôt grande, moi. Plutôt grande, hein. Ouais. Voilà. Alors, quand vous êtes prête, si vous êtes à combien sur 10, là? Là, ça va très, très bien. Vous êtes à 0? Ouais. Très, très bien. Parfait. Alors, quand vous êtes prête, vous me le dites. Alors, il y a plusieurs... C'est un symptôme qui est, je pense, quand même assez... qui est quand même délicat à soigner parce qu'effectivement, il est très bruyant, il est très handicapant, donc les personnes ont très envie de se débarrasser de la phobie. Mais pour justement retrouver une vie normale, dite normale, mais qu'est-ce qu'une vie normale? Parce que on est tous confrontés à des conflits psychiques, à des malaises, à des angoisses, à des questionnements. Et la phobie, c'est juste un questionnement qui hurle. Et qui hurle fort. Donc effectivement, il est très handicapant, il est très pénible. Je pourrais sans doute me soigner, j'ai choisi la stratégie de l'évitement, c'est-à-dire que c'est pas suffisamment déstabilisant ou c'est pas suffisamment dangereux ou pour que j'ai besoin de faire une thérapie, c'est-à-dire que voilà, j'aime pas les ponts, et j'évite les ponts. Voilà.
Les gens qui m'intéressent, c'est des gens qui ont des failles, qui ont des compromissions, qui ne sont pas tout d'un bloc. J'ai remarqué assez souvent que les gens qui ont fait une psychanalyse et qui sont allés au bout, de la même manière que les gens qui ont vu Dieu, ils m'emmerdent un peu. Je les trouve lisses, tu vois. J'ai des potes qui ont fait des psychanalyses super bien réussies. Et alors là, ils sont totalement libérés, ils ont peur de rien, ils sont souvent assez sûrs d'eux-mêmes d'ailleurs. Ouais, je les aime pas trop, enfin je les aime pas, parce que ça peut être des potes, mais ils ont tellement perdu ce côté ambigu, ou toute cette fragilité, ou ces failles, ou ces compromissions, ou ces... Ouais, ce côté humain, finalement, qui fait la richesse de... Qu'est-ce qu'on aurait raconté, tu vois, nous, les écrivains ou les cinéastes, si tout le monde avait fait une psychanalyse, quoi. On vivrait dans un monde lisse, quoi, où tout le monde serait pareil. Ouais, ça va, ouais, c'est nickel, t'as eu peur d'un truc, aujourd'hui, non. Tu vois, qu'est-ce qu'on mettrait dans les films s'il n'y avait pas d'assassins, d'angoisse. Enfin, il n'y aurait plus de thriller, tout le monde s'en foutrait, quoi. Donc moi, j'ai pas des réponses à tout. Et je suis ravi de ne pas avoir des réponses à tout, parce que ça me permet de continuer à me poser des questions et donc de vivre. Voilà. Un monde sans peur serait donc tout lisse et tout plat. Peut-être. Mais bon, pour avoir la chance d'en juger, encore faut-il être prêt à vivre une épreuve sacrément costaude, celle de la rencontre avec le monstre. C'est vraiment un bâtiment très ancien. On va s'installer là ? Allez, on y va. Si tu les évites, tu ne guériras pas. La confrontation, elle est nécessaire. L'évitement n'est pas la bonne solution quand on est phobique. C'est absolument pas la bonne solution. Non, je sais, mais... Donc il faut que tu sois petit à petit confronté à la bête. Ben, moi, je vais te poser quand même quelques petites questions pour savoir un peu où tu en es, parce que c'est quand même important de démarrer. C'est pour ça que je fais souvent des séances individuelles, parce que chacun réagit à sa façon. La morsure d'une araignée, est-ce que tu la crains ou pas? Tu m'as pas cité ça dans ce que tu as évoqué. On n'est pas dans un pays où il y a des araignées qui voilà, mordent. déjà une idée fausse aussi que tu me sors là. Donc, dans tous les pays du monde, on n'a pas à craindre les araignées. Ça, c'est des choses qui sont complètement diffusées par les médias, les réseaux, etc. Bah, la mygale... Eh ben non, tu me dis la mygale au singulier, je te dis c'est les mygales, parce que là-dedans, il y a 3000 espèces de mygales. La veuve noire, c'est la pire. Non. Tu vois, là, par rapport à la dangerosité, tu me sors que des choses fausses. Tu peux me faire un dessin d'une araignée schématique? Ouais. Donc, l'avant, pour toi, c'est là, et l'arrière, c'est là? Ouais, et là, il y a ses yeux, là. Et combien t'en as des yeux? 2. D'accord. Et des pattes? 8. D'accord. Tu les as pas si bien regardé ça, parce que là, je sais pas ce que tu m'as fait comme bestiole. Non, mais je sais pas dessiner. Non, c'est pas ça. C'est que tu me dis les pattes sont à l'arrière et c'est faux. Les pattes sont à l'avant. Donc, toutes les pattes sont à l'avant. Ah oui, c'est ça. Alors, donc, pattes articulées. Donc, tu m'as fait des yeux. 2, OK. 4, OK. 6, OK. 8, la majorité du temps. Ils ont 8 yeux? 8 yeux. Voilà. Elle a besoin de capturer ses proies et d'échapper à des prédateurs. Elle a des yeux même vers l'avant, sur le côté, vers le haut et vers l'arrière. Pas besoin de tourner la tête pour voir tout l'environnement. Et elle a une vision à courte distance. Donc oui, elle peut se déplacer. Et elle ne se déplace jamais vers nous, en tant qu'espèce humaine. Elle se déplace dans son environnement vers des supports. Je suis désolée de te dire, tu n'es qu'un support, en fait, pour elle, hein, un tronc, une branche. C'est bien, je veux rester un support pour elle. Donc, ça me va très bien. Je veux rester un support. Donc, tu n'es qu'un support. Ça me dérange pas. Mais elle voit donc à courte distance. Donc, la vision, c'est bon. Mais la majorité des araignées, même les veuves noires, ne sont pas mortelles pour l'homme. Ça, c'est faux, archi faux. C'est sur les réseaux. C'est dans les films. C'est pas dans la réalité du monde des araignées. Aucune araignée n'est mortelle pour l'homme. Ah oui. Le venin n'est pas suffisamment puissant pour tuer un homme. Ah oui. Oui, t'as vu, je t'ai apporté une petite peluche. Ouais, super. C'est juste parce qu'elle est très douce. Oui. Ah, putain, on sent les pattes. Alors? Au début, je croyais qu'il y avait juste des petits pompons, mais en fait, on sent bien les grosses pattes. Voilà. Il se trouve que ça, c'est des petites peluches que j'utilise aussi pour les enfants. Parce qu'elle peut bouger. Ah, d'accord, c'est un truc qu'on peut mettre le doigt dedans. Et on peut mettre le doigt dedans, tu vois. Mais en plus, elle est bien faite. Non, ça, je l'aime pas. Alors, dis-moi ce que tu ressens, là. Ah bah, j'aime pas. Elle est soyeuse, elle a ses pattes, elle a ses pédipalpes, elle est en train de manger quelque chose. Encore une fois, je t'ai dit qu'elle avait une bouche, un tube digestif et un anus, et elle fait des crottes liquides parce qu'elle ne mange que du liquide. Elle liquéfie toutes ses proies. Oui. Tu m'as dit au début de séance, j'aime bien quand même regarder. Oui, ça me fascine, ouais. Aussi. Hein. Donc garde ce lien de fascination en te disant, qu'est-ce qui pourrait me plaire dans celle-ci? Qu'est-ce que je pourrais mettre de positif dedans? Et finalement, des pattes d'une araignée au réacteur d'un avion, le procédé est le même. Abandonner ses craintes pour comprendre l'objet de la peur. En gros, réussir à regarder le dragon dans les yeux.
Ninon, je suis Arnaud. Je me présente, je suis pilote. J'ai fait pendant une période de 20 ans de l'aviation d'affaires. Et puis maintenant, je me suis reconverti, entre autres, dans des stages comme ça pour aider les gens à vaincre leur peur de l'avion. T'as vu? Il part, comme ça. Bah, c'est quoi? C'est un réacteur. Tu prends un ballon de baudruche, tu le gonfles, tu lâches le ballon de baudruche, il pousse de l'air. Donc, il part. Ouais, mais et donc, c'est quoi les risques, en fait, avec ce réacteur? Eh ben, il n'y a pas de risque. Tu as beaucoup d'air qui part très vite à l'arrière. Du coup, la réaction, c'est que plus le moteur va tourner vite, plus on va envoyer de l'air en arrière, plus de poids en arrière, donc le moteur va avancer. Donc, sur les millions de vols qui se passent, il y a très rarement de problème avec les réacteurs. On peut pas tomber comme ça? Ah non, sinon j'aurais pas fait ce métier. Hop, suis-moi, on va aller dans le simulateur. Franchement, je sais pas là. Non mais parce que là, ça veut dire que tout l'avion, il est sous notre responsabilité. Oui, mais alors avant, t'as quand même reçu une formation. Oui, mais ça veut dire que là, Donc t'as des paramètres à respecter. Nous aussi, on a des vitesses à respecter, des angles à respecter, des puissances à respecter. On les connaît bien. On a des routes à respecter. Et on sait que tout fonctionne, sinon on ne le ferait pas. Donc là, on va décoller. Tu vas avancer les manettes de puissance. Allez, voilà. Regarde dehors. L'avion avance. Regarde droit devant. Alors, ça avance. On entend les moteurs qui poussent. Tu vois que l'avion part légèrement à droite. Tu mets un peu de pied à gauche. Vas-y, un petit peu de pied à gauche. Voilà, très bien. Voilà. On continue à accélérer. Voilà, reste bien sur la piste comme ça. Un petit peu de pied à droite. Voilà. Et là, je te dis décollage, tire sur le manche et va chercher tes 15 degrés. Là, on est à 5, 10, 12, 5 et 15. Pousse un peu sur le manche, voilà. Allez, pousse encore un tout petit peu. Tu vois qu'on est un peu plus de 15 degrés. Hein. T'es d'accord avec moi? Oui. Ninon, voilà. Pousse un petit peu sur le manche. Alors après le décollage, qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer les roues de l'avion. Bah, c'est cette manette-là. Je la tire et je la monte. Les roues vont rentrer. Garde bien 15 degrés, tire un petit peu sur le manche, voilà. Et maintenant, on va faire un virage par la droite. Alors, vire à droite. Incline un peu plus pour que l'avion puisse tourner, être un peu comme en vélo. Hein, tu t'inclines en vélo et ça tourne. Plus tu es incliné, plus tu tournes. Ben, nous, c'est pareil. Alors, bien sûr, on a des limites. Hein. Si on est trop incliné, on a une alarme qui va sonner. Dans la bataille contre la phobie, on peut s'armer de 1000 techniques. De la psychothérapie à l'hypnose, en passant par l'EMDR ou la méditation. Alors, mobiliser ses dernières forces pour affronter la bête, ok? Mais pour gagner quoi, au final, si la phobie n'est que la partie émergée d'un iceberg d'angoisse? Les extrapolations que je fais sur une éventuelle guérison, par l'hypnose, par une longue séance de psychiatrie, j'en sais rien, je me dis, mais oui, d'accord, je vais me soigner, mais les rats vont toujours exister. Donc ça sert à rien parce qu'ils seront toujours là. Mais c'est vrai que je me dis, oui, de toute façon, les rats, ils vont toujours être là, au coin de la rue. Ils vont me sauter dessus, alors que j'en ai peur ou que j'en ai pas peur, ils seront toujours là. Donc ça me donne une occasion de rien faire. Une raison pour ne pas me faire soigner. Donc là, je ferme la porte. Alors, avec les chaleurs qu'il fait, c'est normal, il fait très chaud. Mais la nuit, en théorie, si je veux vraiment vivre un peu plus confortablement, je devrais laisser cette porte ouverte pour faire circuler tout l'air frais de la nuit et dormir un peu mieux. Sauf que je peux pas les faire rentrer, je peux pas les faire rentrer, donc je ferme la porte pour pas que les rats rentrent. J'ai peur de rien, j'ai pas peur qu'il y ait des gens qui rentrent, j'en ai un peu rien à foutre, même des sangliers. Mais je ferme la porte la nuit, pour, même quand il fait très chaud, pour éviter que les bestiaux ils viennent me manger les pieds dans ma chambre. J'ai jamais réfléchi à ce que pouvait être une vie sans phobie, parce qu'on en a tous, je crois, plus ou moins handicapantes, plus ou moins importantes. Mais finalement, ça me paraît difficile de vivre sans phobie. Enfin, ou alors c'est qu'on est, je sais pas quoi, qu'on n'est plus humain. Peut-être c'est ça. Si on n'a pas de phobie, on n'est plus humain.
Ça, c'est pour nous dire qu'on est trop haut par rapport à l'altitude qu'on a demandé. Donc tu vois, dès qu'on fait quelque chose qui sort un peu de la norme, on a une alarme, une alerte. On va commencer à descendre. Tu peux sortir le train d'atterrissage. Ça? Oui. Hop. Donc pour freiner, il faut bien tirer. Alors là, il freinera tout seul, tu vas voir. Là, on voit tous nos paramètres. On a la bonne vitesse, on a la bonne distance à la bonne hauteur. On a fait l'étiquetage avant l'atterrissage, on a autorisé l'atterrissage. On est impeccable. Là. Tu vois, franchement, tu te débrouilles très bien. Là. Regarde, c'est nickel. Moi, je touche à rien. C'est super, là, ce que tu fais. Tire un petit peu sur le manche. Tire, tu pousses. Là. Doucement, voilà. On arrive à 200 pieds. Freine tout seul. Avec les pieds, tu diriges l'avion sur la piste. On va mettre même les reverse, donc les deux manettes là en arrière, vas-y. Et reverse à 0. Voilà, dis-nous. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce stage? C'était super intéressant, mais enfin, là j'ai quand même peur hein, parce que j'ai les mains là. Enfin, je me suis tenue, mais enfin, j'étais concentrée et c'est vrai que enfin, c'est pas si compliqué, mais c'est impressionnant quand même. Ça démystifie un peu la chose. Est-ce que tu te sentirais en sécurité maintenant en tant que passagère dans l'avion? J'espère. J'espère, ouais. Mais non, je pense que je me sentirais plus en sécurité, en tout cas, parce que je sais ce qui se passe. Oui. Et c'est ce qui me manquait. Donc maintenant, j'aurais un peu plus de... Enfin, je sais ce qu'il faut que je fasse. Plus de maîtrise intellectuelle sur l'avion. Voilà. Ouais, plus de connaissances. Ouais. Et ça rassure. Ouais. Bravo. Merci. Là, vous pouvez vous arrêter, regardez sur la droite. Est-ce que vous voyez les 3 types d'ascenseurs là? Oui, tout à fait. Très bien. Donc vous avez 3 tailles. Hein. Vous pouvez choisir de vous mettre devant le grand, le moyen ou le petit. Peut-être le grand pour démarrer, par exemple. Ouais. Donc ce sera le A. C'est un ascenseur en verre. Oui, mais on peut, si vous décidez de rentrer dedans, fermer, le rendre opaque. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a des options. On peut le rendre opaque ou vitré. Et voilà, vous pouvez rentrer. Oui. Et on peut également, plus tard, jouer sur la panne de l'ascenseur. Ça va jusqu'au 15e étage. Ah oui, d'accord, quand même. Donc, vous pouvez... Donc là, ce que je vous propose, c'est déjà de vous mettre devant un des ascenseurs et de me dire comment vous vous sentez rien que le fait d'être devant un ascenseur. Bah, ouais, mais là, c'est la lumière, ça me fait mal aux yeux, en fait. Ah. Excusez-moi. Vous voulez faire une pause? Ouais, peut-être, excusez-moi. Est-ce que les phobies se soignent? Oui, bien sûr, on peut soigner les phobies. Alors, évidemment, ça dépend du nombre d'années, de la phobie, voilà, comment elle s'est mise en place. Ma thérapeute m'a dit que j'avais quand même énormément progressé en quelques mois. Je suis moins phobique déjà que depuis la dernière fois où on s'est vu. Donc, je continue à avoir des problèmes pour prendre l'ascenseur, mais je le vis très différemment, ce qui est très agréable. Parce que je sais que je vais régler cet aspect-là et qu'un jour, je ferai comme tout le monde, je prendrai l'ascenseur, même pour un étage. Peut-être que même je le ferai avec jouissance d'appuyer sur le bouton 1. Ascenseur pour monter. C'est accepter aussi d'avoir des failles, en fait, d'avoir une phobie. Faut, je pense, être tendre avec soi-même pour l'accepter et puis régler ce problème, tout simplement. La vie sans phobie, c'est l'objectif. Je sais que ça se traite, donc il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Et ça ressemblera à quoi, en fait? D'une légèreté sans nom, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose, un encombrement en moins dans la tête. Et ça, c'est hyper riche, en fait. C'est un truc en moins. C'est cool. Alors, est-ce que tu peux toucher ça? Non, c'est une patte, ça. Ouais, c'est bon, j'ai touché. Non, t'as pas touché pour que ça Si, fasse j'ai doux. touché. Regarde, fais comme ça. Ah, c'est doux, hein? Oui. Agréable? Oui, ça va. Tu m'avais touché une des pattes que tu avais pris de la mue, en fait. Exactement. Ça fait des petits morceaux, et comme je sais que c'est la mue,
Voilà, déjà dans mon imaginaire, c'est plus... Oui, mais pour c'est comme si elle avait enlevé ses vêtements. C'est ça, ouais, c'est très bien en fait. Maintenant, tu le visualises mieux. Qu'est-ce que c'est qu'une mue? C'est juste ça, d'accord? Ouais. Je savais pas que c'était comme ça, les mues. D'accord. Oh, attends, tu peux la mettre loin, par contre, je veux bien que tu la mettes là-bas. Oui, sans souci. Sans souci, je te fais en fonction de ce que tu me dis. Hein. Voilà. Oh mon Dieu. Encore une fois, dis-toi, j'aime pas, mais zen. Elle est morte, elle est morte. Elle est morte. Ok. C'est bon. C'est bon? Non, mais tu ne l'approches pas plus. Hein. Tu la laisses dans la petite assiette. Alors, tu sais pas ce que tu vas faire pour essayer de la connaître un peu mieux, éventuellement? Tu la regardes à la loupe. Non. Donc, elle est en train de bouger ses pattes. Pourquoi? Essaye maintenant de rentrer dans le monde que je t'ai décrit. Encore une fois, garde cette curiosité. Oui, je la regarde, D'accord? Sans associer, coupe les fils entre l'angoisse. Il n'y a aucune angoisse à avoir, encore une fois, rationalise. Bah, elle est sur ta main, quand même. Hein. Elle est sur ma main, je suis un support. Je suis un support. Je suis rien. Je peux la mettre dans le terrarium? Oui, j'aimerais bien que tu la mettes dedans, moi, en fait. Je préfère qu'elle soit dans le truc que sur ta main. Voilà. T'as bien fermé, hein? Oui, tout à fait. Ah ouais, quand même, t'avais ça sur la main. De loin, ça faisait plus psy. Mon Dieu. Ah, waouh. Depuis 4 mois, j'ai pris 2 vols et le premier s'est particulièrement bien passé. J'ai ressenti absolument aucun truc que je ressentais avant. Et même si j'avais quelques petites sensations parfois quand même au décollage essentiellement, mais en fait j'étais super contente à la fin parce que je me suis dit waouh, c'est parti presque, enfin ça n'a rien à voir avec avant. Et ouais, c'est super agréable en fait de sentir comme ça. Mes parents étaient assez surpris. Et la dernière fois qu'ils avaient pris l'avion avec moi, j'avais des sueurs froides, etc. Et là, vraiment, ils étaient impressionnés. Mon père, il me regardait, il me dit « T'as pas peur, là ?» Et j'ai fait « Bah, là, ça va, non ?» Alors, je sais pas si je me sens vraiment différente, mais j'étais assez fière de moi. De pouvoir aller au-delà de cette étape et cette peur. Avant, quand je regardais des avions décoller, c'était pas très agréable. J'avais déjà au moins des grandes transpirations. Puis là, quand j'en vois un décoller, ça me fait plus rien. Je suis contente. Moi, j'espère juste qu'ils arriveront à bon port, mais à part ça, non, il n'y a plus rien, quoi. Qui on est quand on est plus phobique, on est, je dirais, la même personne, mais qui va trouver peut-être des symptômes ou des... Alors, moi, dans ma façon de parler, symptômes, c'est pas forcément négatif, quoi. C'est pas forcément quelque chose de... En tout cas, une autre façon d'être au monde qui va être peut-être un tout petit peu plus agréable. Je dirais même peut-être un peu plus vivante. Parce que parfois, la phobie, ça mortifie parce qu'on est paralysé pour X ou Y raison. Mais c'est... je dirais que dans la phobie aussi, il y a aussi ce rapport vraiment très étroit entre le sujet et son objet phobique. Comme si c'était une relation auquel les autres n'étaient pas invités. Quelque chose qui vraiment est collé du sujet à l'objet. Et à partir du moment où ce lien se distend un peu et devient plus cool, ça ouvre des perspectives aussi juste de lien au monde. La phobie est une ennemie intime. Elle vous accompagne partout, colle chacun de vos gestes et pèse sur chacune de vos décisions comme le ferait votre meilleure copine. Hors de son emprise, on en fait quoi de cette liberté toute neuve? Quand tu te confrontes à ta phobie, de temps en temps, ça te prend, et tu te dis, bon, maintenant, j'en ai marre, j'y vais. Donc, tu respires un grand coup, et tu traverses un pont. C'est un sentiment de victoire incroyable. C'est
c'est un succès phénoménal. C'est comme si tu avais gagné les Jeux Olympiques, quoi. Tu es là, ouais. Et après, pendant 3 jours, tu es super fier de toi, quoi. Tu fêtes ça au champagne, quoi. Non, c'est une vraie satisfaction. Donc, ça veut dire que tu ressens quand même ça comme un échec. Tu vois, où il y a quelque part dans la phobie un truc qui te met à nu. Et c'est justement parce qu'on a tous des failles qu'on vit en société. Si on était des êtres purs et parfaits, bon, moi, je n'ai pas besoin de vous, les gars. Hein. Je me promène tout seul sur les ponts et j'emmerde tout le monde. Tu vois, donc c'est la mosaïque des failles des uns et des autres qui fait qu'on est bien ensemble. Pièce de cette mosaïque, les phobies et les manières d'y faire face sont propres à chacun. Ninon prend désormais l'avion sans trembler et elle a adoré l'île Maurice. Marie poursuit sa thérapie. À New York, elle a pris l'ascenseur jusqu'au sommet de l'Empire State Building, 102 étages. A priori, elle devrait pouvoir s'épargner l'escalier quand elle va chez sa belle-sœur. Il y a peu, Sandrine a croisé une araignée chez elle. Elle dit qu'elle l'a presque trouvée jolie, mais qu'elle n'a pas eu envie d'en faire une copine pour autant. Jean-Paul, lui, continue à frapper pour entrer chez les rats. De toute façon, c'est incontestable, ils seront toujours là. Quant à moi, à force de combats avec ma peur et de discussions sur le divan, je suis devenue une ex-phobique, comme on devient ex-toxico ou alcoolique abstinent. En sécurité, mais toujours précaire. Les phobies sont des invités indésirables. Elles envahissent votre salon et vous forcent à vivre au grenier. On peut s'y trouver plutôt pas mal ou batailler pour retrouver le plein espace. C'est le choix de chacun. Mais pour qui accepte le combat contre ces démons, si habiles à garder leur mystère, c'est un monde plus riche, plus réel et peut-être plus aimable qui s'ouvre. Sans peur érigée en défense entre les autres et nous, parmi eux, avec eux.